10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et de retour avec vous pour le 10h midi et les débats d'actualité avec Alex Zarmon, journaliste. Bonjour, journaliste politique. Bonjour, on vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne Les Indécis. Et tous les vendredis, La Vérité en face. Vous êtes face à Éric Tegner et c'est présenté par Patrick Roger. C'est à 9h. Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques. Vous avez publié Bye Bye Démocratie. Déterminé à l'être. Voilà, vous êtes un peu dans le noir. Il y a une drôle de... Pour ceux qui nous suivent... Non, mais parce que j'ai fermé derrière moi. Ah, il y a trop de soleil. J'ai le soleil qui voilà. m'éblouit. On se et plaint. je ne saurais être rival du soleil. Vous tel un astre. Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour à vous. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié aux portes du pouvoir RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, chez Michel Lafon, un livre que j'encourage tout le monde à lire parce que il y a des éléments de réponse sur ce qui est en train de réponse partielle. Voilà, parce que les choses bougent assez rapidement. La question était abordée, en effet. La question était abordée. Absolument. C'est en 2024. Près d'un Français sur deux restreint ses achats en produits d'hygiène pour des raisons financières. Les droits de douane, les bourses asiatiques ce matin, clôture en baisse assez forte. Les valeurs françaises sont en chute, dans le luxe sont en chute aussi très importante. L'Algérie, on va en parler avec vous évidemment, Arnaud Benedetti, puisque vous êtes à l'origine du comité de soutien de Boualem Sansal et il y a la visite il y a Jean-Noël Barrot qui est en ce moment même en Algérie et puis il y est plus. Maintenant il est en Égypte. Ah oui. J'ai vu les images du président au souk, mais j'ai pas vu Jean-Noël Barrot. Allez, ça a été une visite éclair. Vous nous direz ce que vous en avez retiré, pas grand-chose visiblement. Et puis hier, ce dimanche politique avec cette question qu'on peut se poser, 2027 est déjà lancé, les flops quand même des différentes manifs. Arnaud, on va commencer avec vous avec un coup de cœur pour un livre. Ah oui, c'est un livre de quelqu'un que vous connaissez bien, je crois, qui vient de temps à autre, Éric Anceau, qui est un ancien collègue de la Sorbonne, qui est aujourd'hui professeur d'histoire, très brillant, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nancy, qui d'ailleurs a publié une histoire de la nation française, qui est remarquable aussi. Mais là, je voulais parler d'un petit livre qui vient de publier aux éditions des PUF. C'est une biographie de l'un des personnages finalement peut-être les plus connus de l'histoire politique française de la Troisième République, mais à la fois le plus méconnu aussi. C'est Gambetta, Léon Gambetta. Une très belle biographie de Léon Gambetta. Alors on a tous en tête ces images d'Épinal, de Gambetta partant en ballon de Paris en 1870, au moment où les Prussiens sont aux portes de la capitale. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été surtout un très grand parlementaire plus qu'un grand gouvernant. C'est qu'en fait, c'est vrai que sous la guerre de 70, il est le ministre de la Défense nationale qui organise la résistance face aux armées de Bismarck et aux armées prussiennes. Mais en fin de compte, il a très peu gouverné. C'est quelqu'un qui va être président du Conseil sous la Troisième République seulement 72 jours. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans nos références. Il échoue assez rapidement, en l'occurrence en tant que président du Conseil. Mais il fait partie de cette génération de grands républicains, et il est vraiment le grand républicain de la Troisième République qui va quand même faire en sorte de donner son caractère républicain au régime qui naît sous les décombres de la défaite de 70. Il fait partie de ce qu'on a appelé les républicains opportunistes, en l'occurrence, qui vont fonder le régime, et c'est lui qui va notamment... au moment de cette grande crise qu'on apprend lorsqu'on fait du droit constitutionnel, la grande crise du 16 mai 1877, lorsqu'il s'oppose au général McMahon, président des États-Unis, président de la France, excusez-moi, parce que vous avez parlé de Trump, ça me fait penser aux États-Unis. Il s'oppose à McMahon, et c'est lui qui fonde définitivement, d'une certaine manière, encore une fois, la République, avec cette fameuse phrase qu'il oppose à McMahon, en disant il faudra se soumettre ou se démettre. Donc c'est un personnage intéressant, un grand avocat aussi, il faut le rappeler. Et puis il illustre aussi, si vous voulez, quand même quelque part,
la trajectoire de la méritocratie républicaine. Ouais. C'est un fils d'immigré italien, le père est épicier à Cahors, et il va franchir progressivement toutes les étapes qui vont le mener jusqu'à la présidence d'ailleurs du Perchoir à l'Assemblée nationale. Donc ça s'appelle tout simplement Gambetta, Éric Anceau, et c'est au PUF, Presse universitaire de France. Alex, vous c'est un coup d'incompréhension. Ouais, mais indirectement un coup de gueule. Je trouve qu'on parle de tout le monde en ce moment, sauf de François Bayrou. C'est-à-dire que vraiment, dans les médias, dans les articles, dans les chroniques, dans les éditos, on ne parle plus du tout de François Bayrou. C'est-à-dire qu'il est Premier ministre de la France, mais on connaît pas son cap, on voit pas ce qu'il veut faire. En fait, je sais pas, je vois plus de politique française et surtout, on nous parle de dissolution toutes les 2 heures, mais on sait même pas pourquoi. Et par contre, on voit hier le Premier ministre qui va participer à un débat à la Cité du Cinéma avec Renaissance pour donner son avis. Enfin bon, il est Premier ministre de la France quand même. Et il y a un moment, moi je veux bien que toutes les affaires politiques prennent le pas sur tout. Marine Le Pen, la condamnation de Marine Le Pen, les droits douaniers aux États-Unis, ce que vous voulez. Et il est quand même Premier ministre, et moi je comprends pas ce qu'il veut faire, je comprends plus son projet. Enfin d'ailleurs, je sais pas si je l'ai compris un jour, quand je dis plus, parce qu'en fait il y a pas de ligne directrice politique. Oui, mais c'est bien le problème. Puis un pas en avant, un pas en arrière. On l'a vu sur le voile, dans le sport. On l'a vu sur l'Algérie, on l'a vu sur beaucoup de sujets. Et je vais vous dire autre chose. Moi j'ai toujours été pour le cumul des mandats. C'est pas un secret, mais là j'avoue qu'en plus quand je le vois, c'est que quand il préside le conseil municipal de Pau. Donc c'est bien, hein, c'est important, j'ai pas de débat, et si nos amis palois nous écoutent, François Bayrou est sans doute un très bon maire, mais aujourd'hui les premiers ministres en France, et j'avoue que je le vois pas émerger au-dessus de tout ça. Voilà. Vous voulez réagir à ça, Mathias? Je partage complètement le point de vue d'Alex, mais ça m'étonne pas beaucoup parce que c'est la marque Bayrou et il a toujours été un peu comme ça, dans un espèce de flou artistique, à aménager en permanence la chèvre et le chou, pas de cap, il y a une espèce d'opportunisme de situation permanent, pas d'idéologie propre, un jour il dit une chose, l'autre jour il dit son contraire, c'est jamais très clair. Enfin, je suis entièrement d'accord, mais c'est même à se demander s'il n'a pas été nommé à ce poste pour ça, quoi, d'une certaine façon. Oui, Jacques Miard. Écoutez, moi je l'ai connu comme ministre de l'Éducation nationale. Je peux vous dire sa devise c'était « Il est urgent de ne rien faire pour durer ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec cette personnalité qui effectivement aujourd'hui continue dans son ADN bien connu, ne rien faire pour durer. Enfin, c'est au-delà de ne rien faire, c'est ne rien faire, mais faire, défaire. Il est Premier ministre. Alors, on va marquer une pause. Vous pourrez dire un mot, Arnaud Benedetti, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le 10h midi avec vous pour commenter l'actualité avec Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire chez Michel Lafon, et vous êtes également à la tête du comité de soutien pour la libération de Boualem-Sansal. Mathias, je vous ai cité. Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, et on rappelle votre brûlot Bye Bye Démocratie qui est paru chez Lafon Presse. Voilà, ceux qui nous regardent pourront voir cette couverture bleu, blanc, rouge. Et Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve le vendredi dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner, ainsi que sur votre chaîne YouTube Les Indécis, chaîne de débat politique. On va parler de l'Algérie, de la visite de Jean-Noël Barrot qui annonce une nouvelle phase. Les droits de douane, est-ce que vous allez boycotter les produits américains? Est-ce que c'est possible? Près d'un Français sur 2 restreint ses achats de produits d'hygiène pour des raisons financières. Et le dimanche politique hier avec les manifs et un petit goût de 2027 qui est en train de s'annoncer. Peut-être un mot sur François Bayrou, puisque vous n'avez pas pu réagir au coup de gueule. Moi, je pense que Bayrou, il est tel qu'on le connaît, comme l'a dit Jacques Miard, mais la réalité, c'est que quel que soit le Premier ministre, je pense que la situation pour tout Premier ministre aujourd'hui, dans la configuration institutionnelle que l'on connaît, est absolument impossible. C'est-à-dire que finalement, les moyens d'agir sont extrêmement restreints, parce que quand vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, c'est quand même très difficile de gouverner, clairement. Donc ils sont tous tentés pour durer de s'adonner
à finalement cet immobilisme qui leur permet de vraisemblablement éviter les écueils. Jusqu'à quand, je suis pas du tout sûr, parce que je pense que la censure est une hypothèse qu'il faut pas exclure d'ici quelques mois. Mathias Leboeuf. C'est vrai, mais non, il y a pas de majorité, mais il n'y a pas de proposition non plus. Donc, il prend aucun risque en cherchant à proposer un certain nombre de choses. Il a été pendant pas mal de temps, je sais plus quel était le commissaire au plan, ou je sais plus, c'était quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà, il devrait avoir des perspectives. Il devrait y avoir des lignes d'horizon. Franchement, on a l'impression que il sait même pas quoi faire du poste, quoi. C'est-à-dire qu'il risque même, il y a aucune prise de risque, et même la plus minime, quoi. Alors, Mathias, vous, c'est un coup de cœur. Oui, coup de cœur, parce qu'on parle de manifestations en France, on va en parler dans un instant, mais il n'y a pas qu'en France qu'il y a des manifestations, puisqu'il y en a pas mal, il y en a eu pas mal ce samedi aux États-Unis. On passe un peu notre temps à commenter les actions un peu coup de poing de Trump, et on a l'impression que il n'y a pas beaucoup d'opposition aux États-Unis. En tout cas, on en parle peu dans les médias français. Et ce samedi, il y a eu un mouvement assez fort de manifestations et de manifestants qui se sont retrouvés sous une bannière hands off. Hands off, ça veut dire pas touche ou bas les pattes, pour justement protester et manifester contre la politique et les décisions de l'administration Trump. Alors, ça a été d'envergure, parce que il y a eu des manifestations dans 50 États, plus de 1200 manifestations dans l'ensemble du pays, Atlanta, Chicago, New York, Washington, Los Angeles. Alors bien évidemment, ça a été bien plus, important dans les villes démocrates que dans les villes républicaines, mais quand même, il y a vraiment eu un mouvement de fond. À Washington, notamment, il y a eu l'autorisation demandée pour manifester était de 10 000 manifestants. Ils étaient plus de 100 000. Et globalement, on estime que à travers tout le pays, ils étaient plus de 500 000. Alors, ces manifestations, effectivement, elles sont contre Trump, contre sa politique, contre toutes les mesures qu'il peut prendre, le licenciement des fonctionnaires en premier lieu. Il y a beaucoup de syndicats qui ont appelé à manifester, mais aussi les attaques contre le droit du sol, les traitements de la question ukrainienne qui mettent un peu Trump en difficulté, parce que même chez les républicains, il semblerait qu'il y ait une position forte sur la façon dont il gère la question ukrainienne. Et moi, ce qui me frappe, c'est que si l'opposition politique des démocrates au Congrès est un peu muselée, un peu atone, là on a finalement une espèce d'opposition civile qui commence à se manifester à travers des tas de collectifs des droits individuels, des associations LGBT bien sûr qui étaient là, des syndicats qui veulent préserver la démocratie américaine dont ils pensent qu'elle est en danger. Voilà, donc je voulais saluer ça, parce qu'on a en France parfois une vision un peu biaisée de ce que sont les Américains, et il faut souligner qu'il y a aussi cette Amérique-là qui existe et qui reprend un peu du poil de la bête. Oui, mais Alex, vous voulez réagir ? Ouais, and so what, après, comme disent les Américains, il va se passer quoi ? Rien, parce que très honnêtement, je vais vous dire, moi, les manifestations, c'est super, comme on a vu en France et tout, mais les Américains, ils se sont exprimés en novembre dernier, bien sûr, largement en faveur de Trump, et je peux vous dire que les Américains, en plus, ils n'ont pas cette tradition de manifester, donc ceux qui sont pro-Trump, ils sortent pas, ou alors vraiment en dernier recours. Et je vais vous dire autre chose, moi je pense que s'ils veulent faire bouger Trump, ceux qui veulent faire bouger Trump dans le monde, il y a qu'une seule chose qui l'écoute, Trump, c'est les marchés financiers. Et là, quand on voit qu'ils sont en chute libre, les marchés financiers, je pense qu'à mon avis, dans son bureau ovale, Donald Trump, il est serein sans doute, mais si ça continue... Sur son terrain de golf, il est. Oui, sur son terrain de golf. C'est la seule chose qui pourra potentiellement le faire revenir en arrière. Donc je pense que vraiment, s'il y a une manifestation à faire transpirer, c'est celle des entreprises, des entreprises cotées en bourse, des marchés financiers, des économies qui doivent dire on n'est pas d'accord. Là, ça pourra faire potentiellement bouger Donald Trump. Le reste des manifestations, moi je trouve ça très
très bien, effectivement, que les Américains manifestent. Ça montre qu'il y a malgré tout, mais on l'avait déjà montré, il l'avait déjà montré depuis des années, et ça n'avait rien. Au contraire, je trouve que ça avait renforcé Donald Trump dans le fait de devoir se présenter et de parler à son électorat. Donc là, en fait, ça le renforce encore plus, à mon avis, auprès de son électorat, en disant... Ça ne fera effectivement probablement pas bouger Donald Trump, mais à mon avis, ça peut aider à une recomposition des forces d'opposition, et notamment à travers certains nombres d'États. Il faudra aussi qu'ils expliquent il faut qu'ils comprennent aussi les raisons pour lesquelles ils ont perdu. Parce qu'il y a aussi ça, et j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment fait leur examen de conscience. Jacques Miard. Oui, alors pour ceux qui doivent expliquer pourquoi ils ont perdu, il y a certains médias français qui n'ont pas battu leur coulpe. Parce que à la dernière minute, ils disaient qu'Harris allait gagner. Et ça, c'est pour la petite histoire. Oui. Deuxièmement, non, il y a quelque chose qui peut faire bouger les choses, ce sont les élections à mi-mandat. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera sérieux, et il n'est pas dit, surtout aujourd'hui, il y a quand même quelques signes, comme vient de le dire Alexis. Il y a, premièrement, la baisse du prix du pétrole, mais ça, c'est plutôt bénéfique pour le consommateur américain, mais ça pose des problèmes de recettes. Et deuxièmement, il est évident que les marchés financiers, le douanier Trump, il risque d'avoir quelques retours de bâton. Donc, voir venir, mais c'est pas gagné encore d'avance. Non, mais ce qui s'est passé aux États-Unis, et je rejoins quand même moi Mathias, c'est que c'est quand même relativement rare de voir une mobilisation, même si dans autant de villes et avec autant de monde, il se passe quelque chose. Alors, de là à dire que ça va faire bouger les choses, non, mais c'était quand même assez étonnant de voir que dans toutes ces grandes villes, il y a eu quand même des protestations assez importantes. Dans les villes qui sont très à gauche, comme Washington. Ou Chicago, voilà, oui. On les connaît. Bien sûr. Non, mais ça, évidemment, mais... Enfin, à la gauche américaine, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais ils se rendent peut-être compte qu'il se passe quelque chose. Vous savez, le week-end dernier, c'est Robert Kennedy Jr., donc il est le ministre de la Santé. Je vous ai vu cette information qui affirme que le VIH, le virus du VIH ne cause pas le sida. Il a donc licencié l'ensemble du personnel du Bureau des maladies infectieuses et de la politique du VIH. Et donc, il estime que... Voilà, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer qui sont très graves aux États-Unis. Même avant l'élection de Donald Trump, on savait qu'il y avait des choses un peu spéciales qui allaient se passer, selon ses propos. Enfin, je vous rappelle pas les fake news sur le fait de manger des chats, enfin toutes ces choses-là. On le savait que Donald Trump avait une personnalité. C'est bon le chat. Je sais pas. Arrêtez, mais il avait une personnalité un peu spéciale et un peu étrange quand même. Maintenant, moi je suis désolé, je le répète. Je pense que Donald Trump, il a ses doctrines qu'il défend depuis 10 ans, qu'il n'en bougera pas tant que les marchés financiers n'en bougeront pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il va additionner toutes ces doctrines. Regardez qui reçoit aujourd'hui à la Maison Blanche. Qui reçoit Benjamin Netanyahou. Parce que pour lui, sa doctrine, c'est d'être pro-Israël. Et donc ça, il n'en bougera pas. Et par conséquent, s'il doit faire du commerce, Benjamin Netanyahou, il va pour ça, pour essayer de favoriser les droits de douane. Donc en fait, c'est un géant jeu qui est en train de se réinstaller diplomatiquement parlant. Et que la seule chose qu'il pourra faire, j'insiste, bouger Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Ce sont les marchés financiers et le business. Là, ça, on va voir. Alors Jacques, vous vouliez parler d'Europe. Oui, je voudrais revenir sur ce qui est beaucoup à la mode aujourd'hui, l'Europe, pire que les cabris sur leurs chaises. Et donc, il faut regarder les choses en face. Premièrement, en matière d'armement, c'est pas demain la veille que nos partenaires européens vont acheter français, bien au contraire, puisque leurs systèmes d'armes sont totalement dans les mains des Américains et ils ne peuvent pas en sortir. Quand l'Allemagne vote 100 millions d'euros, elle continuera d'acheter américain, c'est une évidence. Deuxièmement, on attend la fameuse riposte en matière douanière pour contrer Trump. Et là encore, je dirais, on a visiblement une sorte de réaction et tout à fait balkanisée de l'Union européenne, de nos partenaires, les uns se disant oui, on va essayer, mais il faut pas aller trop loin. On va essayer de reprendre la tâche des Américains. Donc pour moi, l'Union européenne aujourd'hui, elle porte un nom. C'est en attendant Godot. Et Godot ne vient jamais. Voilà ce que je voulais dire. Et je suis intimement convaincu qu'il y a un moment, il va falloir ouvrir les yeux pour voir que malheureusement, je dis bien malheureusement, l'Union européenne n'est pas capable de défendre nos intérêts
C'est aussi simple que cela. Alors j'ai un auditeur qui m'envoie cette information en disant en Commission européenne il fait paraître un communiqué, l'Europe doit s'adapter à une reconfiguration du commerce mondial. Et il me dit personne n'a anticipé ça depuis la semaine dernière déjà où il y avait déjà... non, mais alors, excusez-moi, mais Mario Draghi l'a anticipé. Oui. Il y a plusieurs semaines, même plusieurs mois, avec ses premiers rapports. Mario Draghi, qui est l'ancien président du Conseil italien, qui a été président de l'Europe aussi, qui est un homme, franchement, quand vous lisez ses rapports, hyper intéressants et hyper structurés, il l'a développé. Mais dire que l'Europe, Jacques, n'est pas capable de faire face, entre guillemets, aujourd'hui à ce qui se passe aux États-Unis, au commerce qui se passe aux États-Unis, je pense juste qu'on n'a pas été structuré pendant des années, quand vous regardez juste l'énergie en Europe, qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'il faut qu'on soit moins dépendant des puissances étrangères comme des États-Unis ou de la Russie, alors qu'on a des canaux géants en Europe où on n'arrive pas à faire passer pour des problèmes techniques. Je parle des tuyaux, ces choses-là depuis l'Espagne, de l'énergie. Ça veut dire qu'on a un vrai problème de développement, que justement chez nous tout est politique en Europe et rien n'est pratique, et qu'on est en train d'ouvrir les yeux, mais que c'est peut-être trop tard aujourd'hui pour faire face au retard. D'ouvrir les yeux, il s'agit d'avoir des mesures adaptées à l'ensemble. Or, aujourd'hui, il y a une telle, je dirais, hétéroclisme au sein de l'Union européenne que malheureusement, il n'y aura pas d'accord. C'est ça le problème. Et donc, quand vous parlez de Draghi, il faut le dire, Draghi. Eh bien, Draghi, il est véritable. Il dit, il manque des investissements en Europe. Ça, on le sait. Mais vous ne pourrez pas résoudre le problème des investissements dans le cadre des traités. C'est impossible. On marque une pause et on revient. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 2000 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Parlons de ce dimanche hier, quand même, revenons un petit peu... à ce qui s'est passé, un dimanche évidemment très politique avec 2 manifestations plus un meeting, celui de Gabriel Attal, meeting qui lance sa candidature pour 2027 de façon assez claire. Et puis déjà commençons avec le flop du meeting du Rassemblement National qui espérait, qui même annonçait à la tribune, vous êtes plus de 10 000 personnes. Il n'y avait pas grand monde, on voit que la place Vauban était très clairsemée. De l'autre côté, celle de la France Insoumise n'a pas tellement rassemblé non plus. Un peu le sentiment quand même que les Français sont fatigués de cette politique. Non, ils sont loin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on voit bien que toutes ces formations politiques sont déjà dans la perspective de 2027. 2027, aux yeux des préoccupations quotidiennes des Français, c'est encore très loin. Ils n'y sont pas, ça c'est manifeste. Ça dit quelque chose aussi sur l'apathie démocratique qui existe dans ce pays et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres pays également. Après, en fait, c'était une mise en scène des 3 blocs, des fameux 3 blocs, c'est-à-dire le Rassemblement National d'un côté, Renaissance de l'autre, où on voit là que la bagarre pour l'après-Macron a déjà commencé. Alors il y avait quand même pas mal d'ailleurs de prétendants qui étaient au meeting de Monsieur Attal, puisque il y avait quand même un de ses rivaux, Monsieur Philippe, qui est venu, voir un autre de ses rivaux potentiels, qui est Monsieur Bayrou également, dont on parlait tout à l'heure, qui était là. Et la gauche qui est allée en ordre dispersé quand même, il faut le rappeler aussi, place de la République, puisque les socialistes et les communistes n'ont pas suivi l'appel à manifester des Verts et des Insoumis. C'est une espèce de match à distance qui n'a pas pris d'ailleurs médiatiquement, qui n'a pas mobilisé. Après, je veux dire, les enjeux pour les uns et pour les autres n'étaient pas tout à fait les mêmes. On voit bien que pour Marine Le Pen, il s'agit de faire face à un épisode judiciaire sur lequel on pourrait discuter. J'imagine, on en a déjà largement parlé sur cette antenne, mais enfin, après, il y a la question de la stratégie de Marine Le Pen après la décision de lundi, qui peut poser question, mais qui peut aussi se comprendre d'une certaine manière. Ouais. Mathias, comment vous comprenez Moi, j'ai trouvé qu'il y avait 2 flops et un petit top. Les 2 flops, c'est effectivement la manifestation du Front National qui est loin d'avoir fait le
le plein, et on était là pour la défense de la démocratie, avec une victimisation à outrance. Manifestement, ça a pas monopolisé. La gauche, j'ai trouvé que effectivement le fait qu'elle parte comme ça en désordre, c'est pour le coup un échec idéologique, enfin et puis politique. Il va falloir vraiment partir de très loin pour arriver à être concurrentiel en 2027. Et j'ai trouvé que celui qui tirait un peu les marrons du feu de cette journée, c'était Gabriel Attal, au moins pour 2 raisons. Déjà parce que la forme, c'était pas une manifestation, c'était un meeting qui était prévu depuis longtemps, mais il a su bien réangler cette espèce de refondation, de renaissance, et se positionner en opposant pour le coup à Marine Le Pen. Et puis rhétoriquement, je l'ai trouvé très affûté, c'est-à-dire que il est assez fort rhétoriquement. Alors manque la colonne vertébrale idéologique. Mais ça, c'est le macronisme, parce que c'est pareil, le macronisme est un opportunisme. Mais encore une fois, je me suis dit, en fait, que si c'était Jordan Bardella qui devait se présenter en 2027, il aurait fort à faire, et que c'était loin d'être gagné pour lui, parce que quand on voit Gabriel Attal puncher comme ça, on sent que derrière, il y a quand même une bête politique, au moins médiatiquement parlant. Médiatiquement parlant, c'est pas ce que disent les sondages. Il n'est même pas testé, je crois. Au jour J, il a été testé. Il a été testé dans le LAB, je crois. Il est à 18. Il est en dessous de Philippe. Il est en dessous d'Édouard Philippe, oui. Oui, puis ça fait quand même 9 ans qu'ils sont ça fera quoi, 10 ans qu'ils sont au pouvoir. 10 ans. Moi, je l'ai trouvé c'est quand même un gros handicap. Je l'ai trouvé percutant. Ouais. Très gros handicap. Et je trouvais qu'il marquait des points à l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis des autres formations, et à l'intérieur de sa formation, puisqu'il se positionne d'entrée de jeu face à ses challengers comme étant le patron, quoi. Non, mais le meeting était effectivement sur la forme, c'était du cinéma réussi, c'était joli, c'était bien, c'était Startup Nation, comme ils ont l'habitude de faire, en étant en avance avec ces écrans derrière qui envoient le bois et tout. Mais après, sur la présence de François Bayrou, Édouard Philippe, Gérald Darmanin aussi étaient présents d'ailleurs. C'était sur un débat, mais ils sont pas restés au moment du meeting de Gabriel Attal. Donc vous savez, ça se fait souvent ça, quand vous avez des visites de personnalités politiques qui viennent dans des partis adverses, pour les meetings de partis adverses, pour y participer, pour donner le change. C'est ce qu'ont fait les trois adversaires déclarés de Gabriel Attal. Après, pour moi, Gabriel Attal, très franchement, je le trouve pas très très bon. Je le trouve pas très à la hauteur. Je trouve qu'il vient par intermittence nous donner une petite carte postale et nous donner son avis sur la France. Mais enfin, il faut pas oublier qu'il a été Premier ministre de la République, très même sur la forme. Rappelez-vous quand il prenait la place c'était qui l'ancien premier, ça m'échappe, du Premier ministre d'Elisabeth Borne. Quand il prenait la place d'Elisabeth Borne, comment il est arrivé, comment il était reparti avec un discours qui avait duré une demi-heure devant Michel Barnier. On avait l'impression que c'était une sorte de testament politique et qu'il n'allait jamais revenir. Et depuis 1 an maintenant, depuis quasiment 7-8 mois, je sais pas, je trouve qu'il arrive pas à imprimer auprès des Français, je trouve qu'il arrive pas à imprimer un rythme politique, il a pas eu une bonne séquence non plus, non mais même des idées politiques, et je pense qu'il a voulu griller les étapes, et que là progressivement il est en train de se dire, comme j'ai voulu griller les étapes, il faut que je prenne mon temps, mais étrangement il est en train de le prendre un peu trop, voilà. Donc on le voit jamais, on l'entend jamais, à part hier sur un meeting où il ressort sa fameuse phrase, tu voles, tu rembourses. Bon, OK, c'est plutôt bien vu ça rhétoriquement. Moi je trouvais que ça faisait le parallèle avec justement les délinquants mineurs, moi j'ai trouvé son argumentaire pour le coup assez offensif, et plutôt bien offensif et efficace. Mais dans quelle mesure ça imprime? Je suis d'accord. Dans quelle mesure ça imprime? Et qui sont les poids lourds autour de lui? Jacques Méhard. Il n'y en a pas. Oui, alors 2 remarques. La première, il est exact que du côté de Marine Le Pen, il n'y a pas eu autant de personnes qu'attendu. Et donc, mais cela étant, je dirais la manifestation a eu lieu. Oui. C'est vrai. Deuxièmement, pour ce qui est d'Attal, pardon, je l'ai trouvé braillard. Braillard, et pas véritablement un orateur qui prenne la foule. D'autant plus qu'il a commencé dans une première partie à valoriser son adversaire. Plus on parle de son adversaire, plus on le valorise. Et ça, c'est une faute. C'est une faute. Et enfin, pour le reste, on verra, parce que le chemin est long. Donc, c'est pas la peine de brûler les étapes.
il va avoir pas mal de difficultés parce qu'il n'a pas que des copains en interne. Et donc, on verra. Moi, c'est la raison pour laquelle il ne sera pas mon poulain. Vous oubliez. Alors, peut-être Arnaud sur Gabriel Attal. De toute façon, moi je pense que c'est pas la communication qui fait la politique, loin de là, et qu'il y a des forces derrière qui sont beaucoup plus importantes pour expliquer à un moment donné des résultats politiques et des phénomènes de croissance politique. Moi je pense que quand même, quoi qu'on en pense, quelles que soient les difficultés du Rassemblement national, le Rassemblement national dispose d'un étiage sociologique extrêmement fort qui se bâtit sur les échecs des politiques qui se sont construits depuis des décennies et des décennies. On va pas croire que c'est parce qu'on va faire un meeting, que l'on va désigner comme l'ennemi suprême le Rassemblement national, que ça va faire baisser la température. Moi, je pense que, quoi qu'il arrive, quel que soit le candidat, alors après, c'est vrai que ça sera différent si c'est Bardella ou c'est Marine Le Pen, quel que soit le candidat, le Rassemblement national sera l'un des grands acteurs politiques des élections présidentielles de 2027. Ça, c'est une réalité. Et quand même qu'il y a un gros handicap, me semble-t-il, aujourd'hui, pour les candidats sortis du bloc macroniste, c'est que ça fera 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Et à un moment donné, la question du bilan se posera manifestement. Voilà, donc quelles que soient les qualités des uns et des autres d'ailleurs. Ouais. Je suis d'accord avec tout ça. Hein. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que, attention, ça y est, la solution face au Front National, au Rassemblement National, si tant est qu'on la cherche d'ailleurs, est arrivée et que Attal est le sauveur. C'est absolument pas ce que je veux dire. Mais dans la perspective où le candidat du Rassemblement National devrait être ou pourrait être Jordan Bardella, je trouve que pour le coup, il y a eu un débat d'ailleurs entre Attal et Bardella, et Attal avait quand même Attal qui est très média traîné, dès qu'il sort de son média training n'a pas de, pour moi, n'a pas un sens politique très fort, et j'ai trouvé que Attal était très politique et que ça pouvait être comment dire je veux dire Bardella. Un game changer. Bardella, quand il n'est pas média traîné, a pas pour moi un grand sens politique. C'est-à-dire que quand il est dans les cordes, il a du mal à en sortir. On va marquer une pause, c'est l'heure de la pub et on se retrouve tout de suite après. On va parler de l'Algérie, de nos relations avec l'Algérie et de la libération, de la grâce éventuelle, possible ou non, de Boualem Samsal. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On est ensemble avec vous jusqu'à midi. Vous demandez ce que faisait François Bayrou. Eh bien, on apprend par le Parisien qu'il était à Toulouse au départ d'une course hippique. C'est aujourd'hui. Il aime beaucoup. Il aime beaucoup les chevaux. Oui, il connu. En a. Il a même des chevaux. Oui, voilà. Donc Jacques Miard est en ligne. Parlons de l'Algérie. Parlons de cette visite de Jean-Noël Barrot. Parlons des propos d'Emmanuel Macron. Ce matin, Jean-Jacques Bourdin recevait Laurent Wauquiez. Écoutez ce qu'il disait à propos de cette visite. Nous allons reconstruire un partenariat d'égal à égal avec l'Algérie, a-t-il dit. Que lui répondez-vous ce matin, Laurent Wauquiez ? Que c'est une honte, que c'est une humiliation, que la France a donc décidé de capituler, qu'on nous avait expliqué que ce serait une riposte graduée. J'avais bien compris que ça allait être très gradué, mais il n'y a même plus de riposte. On a donc un gouvernement algérien qui a mis dans son hymne un couplet pour humilier la France. Un président algérien qui a expliqué que la France n'avait fait qu'un génocide en Algérie. Un gouvernement qui a refusé de prendre ses OQTF et qui porte donc la responsabilité du sang de l'attentat de Mulhouse. Soi-disant, on a fait croire qu'on mettait la pression. Quelques semaines après, on va là-bas pour expliquer qu'on a des échanges très amicaux, très cordiaux, et il n'y a aucun résultat. Voilà. Donc vous êtes au cœur, vous, de ce qui se passe avec le comité de soutien pour la libération de Boualem Samsal, Arnaud Benedetti. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, déjà aux propos d'Emmanuel Macron qui tente d'apaiser les choses avec le président Tebboune en disant que c'est un échange constructif et la visite donc de Jean-Noël Barrot. Est-ce qu'il fallait y aller? Mais qu'on essaye de reprendre langue avec Alger, je veux dire, personne ne peut être opposé. Il vaut mieux négocier, il vaut mieux discuter que s'invectiver, ça va de soi. Mais enfin, la réalité, c'est que, à mon sens, ce déplacement était prématuré tant que le sort de Boualem Samsal n'était pas résolu, il n'était pas réglé. En la matière, si vous voulez, il y a quand même une sorte de malaise qui se dégage de la visite de Monsieur Barrot hier à Alger.
c'est qu'il est reparti, que Boualem Sansal reste en prison, qu'on a eu une vague communication suite à sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et avec le président Tebboune, où on laisse entendre que, je veux dire, on va relancer tout un ensemble de dossiers, de partenariats, mais dans une langue de bois diplomatique que les diplomates connaissent bien et dont personne n'est dupe. La réalité, c'est que quand on dit que la relation était d'égal à égal, moi j'ai pas le sentiment qu'elle soit d'égal à égal pour l'instant. C'est-à-dire que les Algériens le régime algérien, que je veux pas confondre avec les Algériens, nous ont imposé un rapport de force, et de ce point de vue-là, Laurent Wauquiez n'a pas tout à fait tort dans son constat. Moi je note une chose quand même, parce que on nous dit depuis quelques jours, j'ai entendu, il va être gracié, il va être gracié, il va être gracié. Pour le moment, on n'a pas le début, si vous voulez, de l'ombre d'une preuve, d'une grâce. Ce que l'on sait factuellement, c'est que le procureur algérien a fait appel de la condamnation pour évidemment l'aggraver en seconde instance. Ça c'est la réalité. Il a été condamné à 5 ans de prison. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme, et que la réalité, c'est que pour l'instant, manifestement, ce que l'on sent et ce que l'on craint, c'est que les autorités algériennes se servent de Boualem Sansal comme monnaie d'échange. Et donc, en tout cas, on ne voit pas de signaux pour l'instant qui seraient des signaux, disons, positifs pour une libération à court terme. Donc c'est, pour l'instant, inquiétant, préoccupant, et je trouve que la visite, encore une fois, de Jean-Noël Barrot était, à mon sens, quelque peu prématurée au regard du dossier de Boualem Sansal. Alors, Jacques Méhard. Alors, premièrement, je vais remercier Arnaud pour l'initiative qu'il a prise et que j'ai signée pour la libération de Sansal. Merci. Voilà. Et donc, de ce côté-là, je ne peux que l'approuver. J'ajouterai quelque chose, c'est que dans cette affaire, l'Algérie se déshonore. Elle se déshonore de prendre en otage un homme malade, un homme franco-algérien. Alors bien sûr, ils vont pas reconnaître la nationalité française, mais c'est une prise d'otage. Et dans les prises d'otage de cette manière, ils ne se grandissent pas. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai entendu, comme vous, Laurent Wauquiez, il est évident que du côté de l'Algérie, on continuera à faire, je dirais, des accusations contre la France, parce que c'est le socle, je dirais, pour le régime. Le régime est malade, le régime est en difficulté économique, en difficulté avec sa jeunesse, et donc il va pas changer de style. Et effectivement, lorsque l'on va à Alger, il eût fallu, pour que ça soit un succès, que le ministre des Affaires étrangères revienne avec l'otage. C'est ce qu'on avait demandé. Voilà. Et donc, c'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, rien n'est fait, et je crains même que ça continue comme jadis. Oui. Non, j'avoue que je suis assez perplexe, et le mot est faible, sur la stratégie diplomatique de la France, parce qu'il faut quand même revenir en arrière. Il y a une semaine, le président Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec le président algérien, avec le président Tebboune. Il a quand même rappelé qu'il avait confiance en la clairvoyance du président Tebboune. Enfin, franchement, c'est pareil que quand je disais François Bayrou, je comprends pas sa ligne directrice. Là, je comprends pas la ligne directrice de la France. Surtout qu'on tient pas au courant les gens de quelle est la stratégie. On pourrait vouloir rassurer, dire on essaie de faire au mieux, mais c'est ce qu'on appelle des relations diplomatiques. Non, en fait, il y a rien. Hier, le ministre des Affaires étrangères se rend en Algérie, et effectivement il se passe rien, quoi. On est un peu à la merci de leurs décisions, en fait. Complètement. Plus ils continuent, plus on a l'impression que la carotte, ça va être on le libère. Vous savez, c'est la décision finale, entre guillemets. Alors je voulais sur la thématique des mobilités, j'aime bien le mot mobilité entre guillemets. Les mobilités douces. La coopération migratoire reprend avec le traitement des questions comme les visas et les réadmissions dans le cadre des accords existants via des procédures normales. Bah oui. Mathias. Pour l'instant, on n'a que des éléments de langage, c'est-à-dire et des pétitions de principe. Arnaud disait, les Algériens nous ont imposé un rapport de force, et c'est vrai. Et la grosse erreur, c'est d'avoir cru qu'on pouvait le gagner, ce rapport de force, en la personne de Monsieur Retailleau, qui s'est un peu tapé sur la poitrine en disant vous allez voir ce que vous allez voir, et qui avait été vivement critiqué
critiqué par Villepin qui avait dit c'est méconnaître l'Algérie de croire que rentrer dans un rapport de force de cette sorte, on puisse obtenir quelque chose. Et pour le coup, je crois que Villepin avait raison. On a eu après la stratégie de la riposte graduée, et comme le dit Laurent Wauquiez, où est la riposte graduée? Et ça fait... On a l'impression d'un amateurisme et d'une navigation à vue de la part du gouvernement et de la présidence de la République, parce que en dernière instance, c'est quand même du ressort des affaires étrangères du président de la République. Donc c'est vraiment extrêmement inquiétant. On peut se demander s'il y a encore une diplomatie française, si elle est efficace, s'il y a encore des négociations. Et je trouve effectivement que Jean-Noël Barrot, qui repart les mains dans les poches en Égypte, je crois, a l'air, pardonnez-moi, mais un peu ridicule, quoi, parce que à part les éléments de langage qui sont communiqués par le ministère et par la présidence, on n'a rien d'autre, quoi. C'est très mou, hein, quand même. Ouais. Enfin, c'est très. très... Non, je voudrais rebondir sur la stratégie. Moi, la stratégie de la fermeté, c'est une stratégie que le comité de soutien appelle de ses voeux depuis maintenant quasiment 4 mois, et surtout depuis le mois de janvier. Parce que la stratégie qui consiste à dire on va négocier, tel que le dit Villepin, c'est une stratégie qui n'a pas porté ses fruits. Parce que moi, je rappelle quelques faits, hein, ils sont très précis, je les rappelle à chaque fois. Ouais. Et l'avocat français de Boualem Sansal n'a jamais eu le droit à son visa. Non. Donc on voit bien à quoi ça nous mène d'être, gentil avec les Algériens. Il avait le droit à la protection consulaire. C'est un scandale. On a eu un ministre des Affaires étrangères hier. Non, mais je termine. Il y a un ministre des Affaires étrangères français qui s'est rendu en Algérie. Boualem Sansal n'a toujours pas le droit à une visite consulaire comme sa nationalité française le lui permet. Donc ça a été la stratégie qui a été conduite par les autorités françaises depuis quasiment 4 mois, c'est-à-dire finalement une stratégie de très grande retenue pour justement laisser la voie à la négociation. Ça ne marche pas. Mais est-ce que Jean-Noël Barrot... Ça n'a commencé à évoluer. Je termine juste. Ça a commencé à évoluer du côté algérien. C'est-à-dire l'accélération du fameux calendrier judiciaire, parce que en effet, il y a eu malgré tout des propos de fermeté qui ont été menés en France, et vraisemblablement quelques actions en sous-main de fermeté sur un certain nombre de sujets. Mais les Algériens, quand vous discutez avec des opposants algériens, je discute par exemple moi très souvent avec quelqu'un qui s'appelle Saïd Saadi, qui a été président du principal parti d'opposition en Algérie, qui a fait de la prison, qui a été député. Il me dit le pouvoir algérien n'est un pouvoir qui ne connaît que le rapport de force. Oui. Si vous voulez à un moment donné obtenir des résultats des Algériens, il faut leur imposer un rapport de force. Sauf qu'on fait tout, sauf que leur imposer un rapport de force. Est-ce que Jean-Noël Barrot aurait pu exiger de voir Boualem Sansal ? Moi, je pense que oui, enfin, le ministre des Affaires étrangères aurait pu exiger un certain nombre de choses. C'est ça, c'est qu'il n'a même pas osé le demander. Exactement. Jacques Méhard, vous levez la main depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais rappeler aussi une chose, c'est que dans cette affaire, Emmanuel Macron a commis des fautes absolument incroyables. Bien sûr. Notamment disant que la France avait commis des crimes contre l'humanité et le répétant à satiété. Pensez bien que les Algériens ont sauté là-dessus. Donc, en réalité, cette affaire est aussi directement l'échec de Macron. Il faut le savoir. Et quand on me parle tout à l'heure de diplomatie, je suis désolé, il a massacré le service diplomatique et il ne croit pas dans la diplomatie, sauf la sienne, pour faire des conneries. Ouais. Bon, on va marquer une pause et puis on continue. On va parler quand même de ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers américains. Les 500 personnes les plus riches du monde ont perdu 500 milliards de dollars cette semaine, un record jamais atteint, et les bourses sont en train de plonger partout dans le monde. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, parlons donc de la chute des marchés financiers, des répercussions pour la France, pour l'Europe. On va revenir avec vous, Jacques Méhard, à parler d'Europe. Stéphane Séjourné, ce matin, déclarait « Nous pourrions décider de retirer l'ensemble des entreprises américaines des marchés publics européens. C'est le bazooka économique, mais ça fait partie des sujets sur la table. » Moi, quand j'entends des gens dire « On va boycotter les États-Unis », ça veut dire que vous allez commencer par jeter vos iPhones, vous allez commencer par arrêter d'aller sur X et compagnie. Parole. Mais qu'est-ce que l'Europe peut faire, hein? Juste ce matin, la bourse de Hong Kong, moins 13%, Taïwan, moins 10%, le Japon, moins 10%, Singapour, pareil. Enfin, c'est une plongée
apparemment, de ce que disent les économistes, comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Certains comparent même à la crise qu'il y avait eu aux États-Unis. Alors Mathias. Moi, j'écoute beaucoup les économistes, justement. Alors, ils disent pas tous la même chose. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est que les économistes, on a un peu l'impression qu'ils savent que Trump a joué un peu à l'apprenti sorcier, un peu au docteur Folamour, et que les économistes ne savent pas exactement ce qui va se passer et que c'est très difficile de le prévoir. Et que la seule chose qu'on peut mesurer, c'est que pour l'instant, les effets bénéfiques, il y en a pas, quoi. C'est-à-dire que ça plonge partout, y compris aux États-Unis. Donc, on rentre effectivement dans une zone de turbulence dont on ne sait pas très bien qui va en sortir gagnant et qui va en sortir perdant. Oui. Jacques, l'Europe, la réponse, écoutez, vous savez, le pire n'est jamais certain. Faut pas non plus. C'est les assureurs qui disent toujours l'avenir est devenu incertain. Ce qui est, alors eux, ça les panique, mais ils n'oublient jamais d'augmenter les cotisations. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une sorte d'impasse. À mon avis, il va y avoir des retours de bâton pour le douanier Trump. C'est aussi simple que ça. Et je crois qu'il va le payer. Il le payera au midterm. Et puis, comme le disait Alexis, il est possible qu'un jour, les financiers entrent dans le bureau ovale et lui disent arrête tes conneries. Et que ce soit un homme d'affaires qui lui dise ça, Alex Darmon. Oui, et puis attendez, ça c'est les premiers effets. Je ne vais pas vous rappeler le Covid. Au moment du Covid, les marchés financiers s'étaient écroulés avant qu'ils puissent rebondir. Il y a un état de sidération qui d'ailleurs, moi, me surprend toujours un petit peu, cet état de sidération. Parce que Donald Trump, il a annoncé ce qu'il ferait. Il avait déjà fait, quand il était président des États-Unis entre 2016 et 2020. On sait que c'est un protectionniste né et qu'il veut absolument protéger America First. Enfin, ça a toujours été son leitmotiv. Donc, moi, je veux dire, oui, c'est sûr que c'est dramatique ce qui se passe. Là, à court terme, mais laissons le temps se faire. Je n'ose pas imaginer que les économistes dont on parlait, ceux qui conseillent les différentes régions du monde, n'aient pas anticipé ce genre de scénario et que de nouvelles alliances ne se créent pas. Mais ça prend du temps aussi de créer de nouvelles alliances. Voilà. Donc on va voir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Puisque vous dites justement qu'il avait annoncé, c'est bien la question. Et donc je n'ose pas penser que certaines puissances n'aient pas anticipé cela et qu'elles ne vont pas activer demain de nouvelles alliances commerciales, économiques. Enfin, les États-Unis est un marché, voire le marché économique le plus important au monde. Mais vous en avez d'autres. Vous avez la Chine, vous avez les Indiens aujourd'hui qui sont très sollicités. Et donc dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, si Donald Trump campe sur ses positions, je pense que certaines nouvelles alliances commerciales naîtront. Voilà. Moi, je suis d'accord avec la dédollarisation qui peut prendre aujourd'hui. La dédollarisation qui viendra tôt ou tard. Et là, les Chinois peuvent faire beaucoup. Et là, ça va faire mal. Ça va faire mal pour Monsieur Trump. Oui, Arnaud. Non, moi je suis d'accord avec ce que dit Alex. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Trump, il a un gros avantage, c'est qu'il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il va dire, sur tous les sujets en la matière. Et ce qui est toujours très frappant, c'est de voir comment, finalement, on le prend pas au mot. On le prend pas au mot, d'autant plus qu'on a l'expérience quand même du mandat précédent d'il y a 4 ans. On l'a pas pris au mot parce qu'on voulait d'ailleurs pas croire qu'il allait être réélu, quand même. Parce que ce que disait tout à l'heure Jacques, c'est que tous les éditorialistes français, enfin pas français d'ailleurs seulement, mais enfin beaucoup en tout cas, nous disaient non, c'est pas possible, il va pas gagner. La réalité, c'est qu'il a gagné. Il a gagné. Ce qu'il avait dit qu'il ferait sur l'Ukraine, il le fait. Ce qu'il a dit, ce qu'il ferait sur les droits de douane, il le fait. En l'occurrence, alors il y a aussi cette technique parce que c'est un nombre de négociations et de deals, on sait très bien comment il fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'il va très haut il va très haut pour obtenir un minimum. Enfin, au moins, en tout cas, ce qui lui paraît absolument essentiel à obtenir. Bon, après, je suis d'accord, c'est que, en effet, le juge de paix, ça sera l'économie, ça sera les marchés financiers, comme ça l'est souvent aux États-Unis, Il a gagné aussi parce que, je veux dire, sur des raisons économiques, parce que les classes moyennes et les classes populaires avaient vu leur pouvoir d'achat diminuer durant les 4 années de Joe Biden, C'est ça aussi la raison de son succès, comme ça avait été la raison de son succès électoral en 2016. Mais moi, je suis toujours très frappé, en effet, sur l'absence d'anticipation qui est la nôtre. Et quant aux Européens, ça sera intéressant de voir
Mais moi, je pense que, il y aura une réaction qui sera une réaction plutôt dispersée. En l'occurrence, il suffit d'ailleurs d'entendre les Italiens aujourd'hui et Madame Meloni, qui n'a pas la position des Allemands, par exemple, sur ce sujet-là. Oui, Mathias Leboeuf. C'est une armée hétéroclite. Oui, je suis d'accord avec ça aussi, mais la vraie question, parce que effectivement, la stratégie de Trump, elle est assez claire et assez limpide, puisqu'il l'annonce. La vraie question, c'est quels vont être les effets de tout ça et que va-t-il obtenir? Et par exemple, avec Poutine, pour l'instant, il a rien obtenu. Il y a rien, il n'y a pas de résultat. Sur l'économie, quand on écoute encore une fois les économistes, je suis pas économiste, donc je sais pas, voilà, mais il n'est pas certain que ces barrières douanières soient positives. Et on a l'impression que les effets ont pas été mesurés. J'écoutais l'autre jour un économiste qui racontait que les batteries des voitures électriques étaient construites à l'étranger et que du coup relever les barrières douanières, notamment vis-à-vis des pays asiatiques, c'était un prix extrêmement accru pour les batteries des voitures électriques, ce qui allait gréver l'économie de l'automobile aux États-Unis. Bon, ben voilà, on a l'impression que tout ça n'a pas été pensé, quoi. Alors je me trompe peut-être, mais très bien pour la stratégie de Trump, effectivement, mais encore une fois, quels vont être les gains pour lui? Moi, je suis pas certain qu'il va être si gagnant que ça. Oui, mais on oublie une chose quand même. C'est qu'entre 2016 et 2020, économiquement parlant, il a été un excellent président aux États-Unis. Oui, sur le plan économique, tout à fait. Excellent. Donc à partir de là, ça veut dire les résultats de Biden, à part l'inflation, étaient pas si mauvais que ça non plus. Parce que attendez, la crise du Covid, mais ça, elle avait été gérée par Trump. Oui, c'est vrai. Et c'était quand même le point de départ du bon bilan économique de Joe Biden. Après, il n'y a rien à enlever effectivement au plan économique à Joe Biden, qui a poursuivi une politique qui avait été initiée par Donald Trump. Mais rappelez-vous, quand il arrive en 2007, Donald Trump, il est élu justement pour ça, économiquement parlant. Il fait baisser le chômage, les aides sont un peu mieux réparties et les Américains ont l'impression d'avoir un pouvoir d'achat qui est supérieur à ce qu'ils avaient avant. Donc par conséquent, il est aussi adulé pour ça. Donald Trump, quand il revient et qu'il se présente en 2024 à l'élection présidentielle américaine, c'est économiquement, je vais rattraper le retard qu'on a pris. Donc là, les Américains, je suis pas sûr qu'ils mettent en doute sa stratégie. Je suis pas sûr qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je suis pas sûr. Il leur a dit, ce sera peut-être difficile, mais après tout ira mieux. Et vous savez, en économie, l'économie n'est pas une science exacte. Donc rien n'est anticipable. Même s'il y a un prix Nobel. Alors, ce que vient de dire Alexis est frappé au coin du bon sens, mais il a fait ce développement économique avec la planche à billets. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un endettement du Trésor américain qui est fabuleux. Et donc, si d'aventure les Chinois se mettent à lancer la dédollarisation, là, ça va faire mal. Et ça va être un recul très net des États-Unis. C'est pas à exclure. Non, c'est pas à exclure, mais effectivement, ce qu'on a dit en préambule, c'est que les économistes ne sont pas tous ont du mal, je pense, à prévoir ce qui peut se passer, comment les choses peuvent évoluer. On va finir là-dessus. Je vous conseille le dossier du Parisien qui relaie une enquête à propos du fait que les Français, près d'un Français sur deux restreint ses achats de produits d'hygiène pour des raisons financières. C'est là-dessus que les Français préfèrent réduire leur budget. Il y a l'alimentation aussi qui a beaucoup baissé, mais là on voit des témoignages, le shampoing, le dentifrice. Jacques, vous êtes en train de parler ? Oui, en disant que c'était les Gaulois qui avaient inventé le savon par rapport aux Romains qui ne se lavaient pas. Eh ben voilà. Bienvenue dans la Gaule. Merci à vous. Valérie, avec un petit peu de retard, je vous souhaite un joyeux anniversaire parce que vous n'étiez pas là la semaine passée. C'est vrai, c'est gentil. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.